Bonjour! À la fin de la séquence précédente sur l'ADN, où je t'avais pas représenté cet ADN, j'avais dit que si on voulait comprendre un peu mieux comment on fonctionnait, eh bien, il faudrait d'abord savoir un peu mieux de quoi on est fait. Et c'est la question que je propose de poser aujourd'hui. J'avais déjà dit que les molécules qu'on trouve dans les êtres vivants sont principalement composées de 6 éléments, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Et d'ailleurs, même dans cette molécule d'ADN, dont ici tu ne vois qu'un tout petit bout, il n'y a même pas de soufre. Donc finalement, il n'y a que 5 éléments. Et j'avais dit que la plupart des molécules de la vie étaient constituées de ces 6 éléments. Et j'avais donné quelques exemples. Par exemple ici, une molécule de phospholipide, avec laquelle on pouvait faire des membranes, comme je te l'avais montré. Une molécule de glucose, et ça, on en aura bien besoin parce que c'est une source d'énergie pour nous. Et un autre exemple qui est ce qu'on appelle un acide aminé, qui est une brique de base, comme on va le voir, pour faire des protéines. Et donc j'avais dit qu'on essaierait d'étudier ces différents corps, ces différents types de molécules qu'on trouve dans les êtres vivants. Et puis, mon frère et mes neveux m'ont rapporté ce formidable t-shirt du Musée des Sciences de Manchester, et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de commencer par là. Donc dans ce t-shirt, tu vois ce qu'on appelle les ingrédients qui me constituent, enfin qui constituent chacun de nous, bien qu'ils disent ici que le contenu peut varier, évidemment, et heureusement, parce que quand on voit qu'il y a du radium, de l'uranium, etc., des choses qu'on trouve normalement que dans les centrales nucléaires, eh bien, on est content que ça puisse varier. Et donc, on voit les différents éléments qu'on trouve dans le corps avec leur pourcentage de la masse. Et là, je dois dire que je me suis posé tout de suite une série de questions, que c'était très joli pour commencer, mais ça m'a posé des problèmes. Alors, par exemple, ici, on voit les 4 éléments les plus représentés, et on voit que, oui, la plupart de la masse, enfin, plus de la moitié de la masse, c'est de l'oxygène, le carbone, il y en a assez peu, finalement. Ensuite, hydrogène et azote. Et quand tu fais la somme de ces pourcentages ici, tu vois que tu arrives à 96%, ce qui est quasiment toute la masse de notre corps. Eh bien, toute la masse de notre corps est composée de ces 4 éléments. Quasiment, à plus de 9 dixièmes. Et puis, je me suis quand même posé des questions parce que il me semblait que le carbone serait plus important. Il me semblait qu'il y aurait plus d'hydrogène. Ici, il y en a assez peu. Et je me suis donc posé des questions et je suis un petit peu désolé parce que du coup, finalement, on avait dit qu'on ferait de la biologie et on risque de faire surtout de la chimie. Il y a des éléments et des maths, il y a des pourcents. Et donc, je suis un peu désolé et en même temps, moi, je trouve ça formidable. J'aime beaucoup mieux quand on mélange les disciplines, qu'on fait un petit peu de maths en chimie ou de bio en physique, par exemple. Une des premières choses à faire, ce serait de voir quelles sont les masses de ces différents éléments, puisque je sais qu'ici, on a un corps humain de 70,8 kg. Et donc ça, c'est un calcul assez facile. Je prends 70,8, je le multiplie par 65 divisé par 100, 65%, et j'obtiens 46,02. À tout hasard, je te fais remarquer que ce 65 divisé par 100, c'est 0,65. Si tu as un peu l'habitude de travailler avec les pourcents, tu verras que c'est très facile, que par exemple 3%, c'est 0,03 fois le 70,8. Et donc, assez facilement, on peut calculer les masses de ces différents éléments dans notre corps, et on va voir que ça fait effectivement 96% de nos 70,8 kg. Et puis, je me suis dit, mais au fond, c'est pas vraiment la masse qui est importante. On peut avoir des atomes qui sont très lourds et en petit nombre, des atomes qui sont très légers en très grand nombre. Ce qui compte quand on fait des réactions chimiques, c'est le nombre d'atomes. Et donc, je me suis demandé, mais au fond, qu'est-ce que ça fait en nombre d'atomes? Et donc pour ça, on va devoir utiliser un concept dont on a déjà longuement parlé, le concept de masse molaire, que pèse une mole de quelque chose. Et on sait qu'une mole de quelque chose, c'est un certain nombre d'atomes,
Et donc, quand on aura le nombre de moles ici, on aura clairement quelque chose qui est proportionnel au nombre d'atomes. Mais donc, je vais devoir connaître les masses molaires, et ça, je te les donne ici. Si on retire les virgules, on obtient que l'oxygène, par exemple, c'est 16 grammes par mole, le carbone 12 grammes par mole, etc. Et donc maintenant, si je veux avoir le nombre de moles de chacun, ben, il suffit de diviser ici à gauche et à droite par la masse molaire. J'obtiens, je simplifie les masses molaires ici, et j'obtiens finalement que le nombre de moles, c'est la masse qu'on a divisée par la masse molaire. Et là, il faut faire un tout petit peu gaffe, parce que tu vois qu'ici, j'ai des kilogrammes, et ici j'ai des grammes par mole, donc je vais devoir parler ici de grammes pour avoir les mêmes unités qu'ici, sinon on va avoir des problèmes. Donc si je prends 46 020 grammes divisé par 16 grammes par mole, eh bien j'obtiens 2876 moles, et je peux faire le même calcul pour le carbone, l'hydrogène et l'azote. Et là tout d'un coup je vois que c'est l'hydrogène qui représente le plus d'atomes. Ah, ici, il représente une petite masse, mais c'est normal, parce que l'hydrogène est très léger. On a beau avoir beaucoup de moles ou d'atomes, eh bien, ici, on aura une masse assez faible, parce que la masse molaire est faible. Et donc, je pourrais me dire, mais au fond, je pourrais essayer d'avoir une sorte de pourcentage ici. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la fraction molaire. Et la fraction molaire, c'est le nombre de moles d'un certain corps, divisé par la somme de toutes les moles. Donc par exemple, si je veux la fraction molaire de l'oxygène, ça va être 2876 divisé par 2876 plus 1062 plus 7080 plus 152 plus tous ceux que j'ai pas noté ici, mais pour lesquels j'ai fait la masse. Et donc j'obtiens toutes les fractions molaires, je fais le même calcul avec l'azote, 152 moles, divisé par 2876 plus 1062 plus 7080 plus tout ceux en dessous, etc. Et j'obtiens les chiffres suivants. Je vois que l'hydrogène est effectivement le plus représenté, 63%, plus de la moitié des atomes de ton corps, c'est des atomes d'hydrogène. Ensuite, on a l'oxygène, le carbone, etc. Et si je fais la somme de tous ces pourcentages, eh bien, j'obtiens 99,4%, c'est-à-dire que ces 4 éléments, si je compte les atomes, eh bien, c'est plus de 99% des atomes de ton corps. Et là, je voudrais te faire remarquer qu'en fait, j'aurais pu obtenir ces pourcentages ici, ceux que j'ai notés ici, exactement de la même manière qu'avec les fractions molaires, en divisant, cette fois-ci non plus le nombre de moles, mais la masse d'un des éléments, par exemple le carbone, 12,74, par la somme de toutes les masses. Donc 46,02 plus 12,74 plus 7,08 plus 12,12 plus tous ceux qui sont ici encore en dessous. Et là, j'aurais obtenu ce qu'on appelle une fraction massique, qui est l'équivalent de la fraction molaire, mais non plus en nombre de moles, mais en masse. Je vais mettre maintenant un peu d'ordre là-dedans pour qu'on s'y retrouve. Et donc, si je considère les masses, j'ai effectivement dans l'ordre 65% d'oxygène, etc. Tandis que si je considère le nombre d'atomes, eh bien, j'ai 63% d'hydrogène, 25% d'oxygène, etc. Donc, j'ai finalement un ordre différent suivant que je regarde la masse ou le nombre d'atomes. Et là, je me pose encore des questions, parce que moi, il me semblait quand même que le carbone, qui représente ici 18% de la masse et 9% du nombre d'atomes, mais je croyais que le carbone prendrait plus de place. Et donc, je suis un peu étonné de ce résultat. Et puis, en réfléchissant mieux, je me dis, au fond, il y a à peu près 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Ça devrait nous faire penser à quelque chose. Ben oui, évidemment, 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène, c'est une molécule d'eau. Et tout le monde sait bien qu'il y a beaucoup d'eau dans le corps humain. Combien? Alors j'ai été me renseigner un peu ailleurs, et la première vidéo que j'ai trouvée, elle me disait qu'il y avait 95% d'eau dans le corps, ce qui me paraît assez énorme. J'ai plutôt l'impression que je devrais ressembler à une méduse.
Et surtout, ça colle pas avec mes chiffres ici. Si j'ai 65% d'oxygène, c'est clair que je ne veux pas avoir 95% d'eau. En cherchant un peu mieux, je me suis rendu compte que oui, ben 95% d'eau, c'est ce qu'on trouve dans une cellule de fécondé, donc ce qui va devenir toi, après pas mal de transformations. Et dans les cellules de l'embryon, il y a effectivement beaucoup d'eau, mais dans un corps humain normal, il y en a moins. Alors on s'accorde à dire que chez l'homme, il y en a à peu près 64%, chez la femme un peu moins, 53%, chez les vieux, il y en a encore moins, et chez les enfants, il y en a plus, à peu près 70%, et on pourra dire que dans un corps humain moyen, on pourrait dire qu'il y a 60% d'eau. C'est ce qu'on va prendre comme référence. Et là, la première chose que ce t-shirt nous apprend tout à fait clairement, c'est que l'eau est extrêmement importante dans le corps humain. Il y en a beaucoup. Et clairement, on va devoir essayer de comprendre pourquoi l'eau est si importante pour les êtres vivants. Maintenant, je pourrais me demander, au fond, qu'est-ce qui se passe si je retire toute l'eau? Si j'obtiens ce qu'on appelle un résidu sec, plus d'eau. Donc ça veut dire que je dois retirer 60% d'eau et que du coup, ben forcément, mon t-shirt perdant 60% de sa masse, il n'en reste plus que 40%, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus petit. Et maintenant, je me rends bien compte que je vais devoir retirer de l'oxygène et de l'hydrogène, mais combien? On va de nouveau faire un peu de maths et de chimie. Alors, 0,6 60% fois la masse de 70,8 kg, ça me donne à peu près 42,48 kg. Et ça, je peux facilement en trouver le nombre de moles, vu que la masse molaire de l'eau, c'est 18 grammes par mole. Ben oui, 16 grammes pour l'oxygène, plus 2 fois 1 gramme pour les deux hydrogènes. Donc, 16 plus 2, 18 grammes par mole. Si je divise maintenant 42 480 grammes par 18 grammes par mole, on voit que les grammes se simplifient, que les moles passent au-dessus et qu'on obtient 2360 moles d'eau. Et là, il va falloir faire un tout petit peu gaffe parce qu'une molécule d'eau contient un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, donc une mole d'eau contient une mole d'oxygène et 2 moles d'hydrogène. Et donc, si je retire effectivement 2360 moles d'eau, je vais retirer 2360 moles d'oxygène, mais je vais retirer le double, 4720 moles de hydrogène, vu que pour chaque mole d'eau, il y a 2 moles d'hydrogène. Alors, je fais mes petits calculs. Et avant, j'avais 7080 moles d'hydrogène. J'en retire 2 fois 2360, c'est-à-dire 4720. J'avais 2876 moles d'oxygène. J'en retire 2360. Et j'obtiens ici le nombre de moles de ces 4 éléments. Je peux les transformer, à partir du moment où j'ai les moles, je peux les transformer en kilos, en masse. À partir du moment où j'ai les masses, je peux calculer mes fractions molaires, mes fractions massiques, et je vois qu'une fois qu'on a un résidu sec, une fois qu'on a retiré l'eau, les choses ont bien changé, parce qu'en masse, quasi la moitié de la masse de ton corps, une fois qu'on a retiré de l'eau, c'est du carbone. Si on regarde le nombre d'atomes, c'est toujours les atomes d'hydrogène qui sont en plus grand nombre, ils sont si légers, oui. Juste derrière eux, à peu près à la moitié, viennent les atomes de carbone. Et c'est quelque chose qui maintenant colle plus avec l'idée que je me faisais de la proportion des éléments. On peut se poser également d'autres questions par rapport à ce que j'ai dit la fois précédente, c'est-à-dire que les molécules de la vie étaient composées de ces 6 éléments, chomps. On a déjà longuement parlé des 4 premiers qui visiblement prennent à peu près 9 dixièmes de la place, si pas 99% en nombre d'atomes. Maintenant, les 2 derniers, ils sont en fait, quand on les regarde, au milieu de plein d'autres éléments. On se rend compte qu'il y a finalement plus de calcium que de phosphore, plus de potassium que de soufre, et le soufre est à peu près du même ordre de grandeur que ce qu'on a comme sodium ou comme chlore. Donc ces éléments se retrouvent un peu partout dans ton corps. Je vais te donner quelques exemples.
Par exemple, le calcium, eh bien, il y en a tout plein dans tes os et dans tes dents. Donc ça participe à la structure de ton corps et c'est pour ça qu'il y en a autant finalement. Il ne fait pas que ça, hein. Le calcium participe aussi aux mécanismes qui vont permettre de réguler ton pH, c'est-à-dire l'acidité de ton corps. Autre exemple, les ions sodium et potassium. Et les ions sodium et potassium vont avoir un rôle absolument important. Ici, tu vois une membrane cellulaire. C'est typiquement la membrane d'un neurone, d'une cellule nerveuse. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en temps normal, les ions sodium sont beaucoup plus nombreux à l'extérieur de la cellule et les ions potassium beaucoup plus nombreux à l'intérieur de la cellule. Cette différence de charge de part et d'autre de la membrane va induire ce qu'on appelle des champs électriques. Et si on a des champs électriques, ça veut dire qu'on va pouvoir mesurer une différence de potentiel entre les deux côtés de la membrane. Et justement, c'est cette différence de potentiel qu'on va pouvoir moduler en faisant rentrer ou sortir des ions sodium ou des ions potassium. Et ça, on verra ça plus tard en détail. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action qui va faire que il va y avoir moyen de transmettre les signaux électriquement. Hein, c'est ce qu'on appelle l'influx nerveux. Eh bien, cet influx nerveux va être rendu possible par le fait qu'on a des concentrations différentes de sodium et de potassium de part et d'autre et qu'on va devoir gérer finement cet équilibre. Autre exemple, le fer. Mais le fer, ici je te montre un schéma de l'hémoglobine. L'hémoglobine, tu en as dans ton sang, dans tes globules rouges. Et l'hémoglobine, c'est ce qui permet de transporter l'oxygène depuis les poumons jusqu'aux organes qui l'utilisent. Et l'hémoglobine contient 4 groupements, ici, 4 molécules qu'on appelle de l'hème. Ici, je l'ai un peu isolé, on la voit un peu mieux. Et l'hème contient ici, bien attaché au centre par 4 atomes d'azote, eh bien, une molécule de fer. Et c'est cette molécule de fer qui va permettre à l'oxygène de s'accrocher quand elle arrivera dans les poumons. Donc tu te rends bien compte que ces éléments, même si on a assez peu, hein, de l'ordre du %, eh bien, on en aura bien besoin et on les retrouvera partout dans notre corps. On appelle ces éléments généralement des éléments minéraux et on disait même quand j'étais petit des sels minéraux et on était très content quand on voyait un aliment qui contenait beaucoup de sels minéraux parce que c'était très bon pour la santé. Alors, par comparaison, on appelle ces éléments oxygène, carbone, hydrogène, azote, les éléments organiques, hein, et on sait que ces éléments organiques font plus des 9/10 de la masse de notre corps. Je vais donner ici les masses de ces éléments minéraux pour un homme de 70 kg, donc en prenant ces pourcentages ici. Pourquoi 70 kg? Parce que parfois, on va faire une classification de ces différents éléments et on dira par exemple qu'un macroélément, c'est quand il y en a plus que 5 grammes chez un homme de 70 kg, hein, c'est pour ça que j'ai mis les 70 kg ici, mais ces limites sont un peu floues et dépendent de l'endroit où on va les trouver. Je les donne pour info. Macro, ça veut dire grand évidemment, micro, ça veut dire petit, il y en a moins, et oligo, ça veut dire peu. Quand on a une oligarchie, eh bien, c'est qu'il y a peu de personnes qui se partagent le pouvoir. Et donc ces oligo-éléments, ils sont en très petite quantité, et pourtant, ils sont extrêmement importants. Et un des problèmes, c'est que tu te doutes bien qu'on n'a pas de petite fabrique de magnésium ou de potassium dans notre corps, ce qui veut dire que ces éléments, on va devoir les manger. En effet, au cours de ton métabolisme, tu vas les éliminer par les urines, par les selles, et donc forcément tu vas devoir reconstituer ton stock de ces éléments. Et là, oui, soit tu aimes bien te faire des bons petits plats et tu aimes bien te renseigner, tu vas aller voir, il y a des dizaines de sites où tu vas trouver dans quels légumes tu vas trouver plus de magnésium ou de sodium, etc. Si tu n'as pas le courage, il y a toujours des compléments qui te permettent de manger ça de façon plus artificielle et automatique, à toi de voir. Et donc, comme ces éléments
tu en as besoin et tu dois les manger. Si tu n'en manges pas assez, tu vas avoir ce qu'on appelle une carence. Par contre, ces éléments, tu vois que parfois il y a des métaux lourds ou des choses comme ça. C'est clair que s'il y en a trop, ça posera des problèmes et ce sera en excès. Donc ces oligos, ces micros, ces macro-éléments, ces éléments minéraux, il va falloir gérer. Généralement, si tu manges de façon équilibrée, ça se fera très bien. Si tu n'en prends pas assez, tu auras effectivement des carences. Et par exemple, si tu ne manges pas assez de fer, tu peux attraper ce qu'on appelle de l'anémie. Tu vas devenir tout blanc, très fatigué, parce que tu vas plus avoir de globules rouges. Par contre, si tu en prends trop, tu auras des troubles digestifs. Et donc, généralement, on parle d'apport journalier recommandé, c'est-à-dire la quantité que tu devrais en prendre chaque jour pour être bien. Et pour le faire, c'est de l'ordre de 10 mg. Autre exemple, si tu n'as pas assez de fluor, tu seras moins bien protégé pour les caries. Si tu en as trop, tu risques d'avoir des troubles rénaux. Autre exemple, l'iode, il en faut très très peu pour être heureux, mais si on n'a pas, on avait remarqué que ça causait des maladies, une maladie qu'on appelait le crétinisme. Et non, c'est pas une insulte, c'est une maladie qu'on trouvait principalement dans les montagnes, parce que dans les montagnes, il y a moins d'iode dans l'air. Tout ça a été réglé à partir du moment où on a utilisé du sel marin dans les montagnes, et ce crétinisme a disparu. Bon, je ne vais pas continuer avec tous les autres, parce qu'en plus, il y en a encore beaucoup d'autres, tu te rends bien compte. Mais donc, ce que je voudrais te dire, c'est que même si on a peu de ces éléments, il faut les manger, les consommer régulièrement, parce que ton corps en a besoin. Pour en revenir à la question de départ, de quoi sommes-nous faits? Que nous a appris ce t-shirt? Tout d'abord que plus de la moitié de notre corps est constitué d'eau. Et donc forcément, ce sera intéressant de savoir pourquoi cette eau est si importante pour les êtres vivants. La deuxième chose que ce t-shirt nous a montré, c'est qu'en plus du phosphore et du soufre et des éléments organiques dont on a parlé, il y a plein d'éléments minéraux dont ton corps a besoin. Et comme tu ne sais pas les fabriquer, forcément tu vas devoir les consommer, les manger, tu les élimines. Donc tous les jours tu vas devoir manger un petit peu de zinc, un petit peu de fer, un petit peu de cuivre pour que ton corps fonctionne bien. Je dois bien avouer maintenant que pour les molécules biologiques que je me proposais à essayer de comprendre comment ça marche, on n'a pas beaucoup avancé. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.